Et nous recevons ce soir Sébastien de Courtois. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes producteur à France Culture, chroniqueur aussi à l'hebdomadaire français Le Point, grand voyageur, spécialiste des chrétiens d'Orient. Vous dressez dans votre livre le portrait d'une Turquie sur le point de basculer. C'est aux éditions Le Passeur. Ça s'appelle Lettres du Bosphore. Des chroniques au fond très proches de nous, 2015, 2016. Alors commençons par ces quelques mots qui m'ont frappé. La Turquie m'a ouvert au monde, dites-vous. J'ai appris à y penser autrement. D'où vous vient cette fascination juste pour ce pays ? J'ai dû être turc ou du moins originaire de cette partie du monde dans une vie précédente parce que c'est vrai, dès mon premier voyage à Istanbul d'une part et ensuite dans le sud-est du pays, j'ai été fasciné par cette civilisation, cet échange, ces rencontres quotidiennes pratiquement avec des cultures différentes, avec des religions. Et l'Anatolie est quelque chose de pour moi absolument essentiel, une espèce de phare East, si je puis m'exprimer ainsi, avec des paysages époustouflants, des monuments et beaucoup d'histoire surtout. Alors la Turquie, à la fois sur l'Asie et l'Europe, avec le Bosphore. Oui, bien entendu, il y a cette image qui devient un peu un cliché, mais on peut le rappeler parce que c'est une réalité géographique. Quand on est stambouliote, on habite sur la rive européenne ou la rive asiatique, et lorsque l'on prend le bateau le soir, on rentre en Europe ou en Asie. C'est véritablement les mots que les stambouliotes utilisent. Et c'est vrai que la présence de l'eau, la présence de ce détroit est essentielle pour la vie stambouliote. Ça implique une humeur différente. On regarde la brume le matin quand le soleil se lève. On va sur le Bosphore pour se changer les idées, pour marcher. Bon, c'est une ville qui évolue aussi très vite. Il y a beaucoup de travaux, une espèce de course à la construction. Une frénésie effarante à la construction immobilière et qui fait qu'il y a malheureusement des endroits qui étaient jusque-là préservés qui sont défraîchis progressivement. Alors, vous travaillez donc en Turquie pour plusieurs médias, on l'a dit. Il y a ce mot exil, en fait. Vous dites que c'est comme si vous étiez exilé dans ce pays. Alors c'est une forme plutôt d'exil intérieur, parce que je ne me permettrai pas de dire que je suis un exilé tout court, parce qu'on est dans un monde d'exilés forcés. C'est la réalité de notre quotidien, et ça le sera encore plus, je pense, pour les années à venir. Personne ne m'a obligé à aller en Turquie. C'est véritablement un appel du cœur, un appel de l'âme aussi, parce que je pense que cet Orient a beaucoup de choses à nous apporter, à nous enseigner. Il faut savoir écouter. Et oui, cet exil, je l'assume. Je m'imagine dans un pays étranger et de l'autre côté, j'essaye de voir aussi ce qui me rattache à la France, en fait, ce qui rattache à ma culture. Et c'est là où, en fait, on se rend compte de l'essentiel. C'est la langue, la littérature, la poésie. Et c'est un voyage constant, en fait, entre ces deux pôles de notre existence, enfin, en tout cas de mon existence. Et votre livre, et ce n'est pas un hasard, sort dans un contexte particulier. Il y a la guerre en Syrie à côté de la Turquie. Il y a eu aussi ce coup d'État avorté le 15 juillet. Depuis, il y a des purges massives dans toute la société turque, dans l'éducation, dans l'appareil policier, militaire, de la justice également. Les médias sont sous pression. On va en parler tout à l'heure avec vous, puisque vous vous apprêtez à y retourner malgré les risques qui pèsent sur les journalistes étrangers. Qu'est-ce qui a changé au juste à Istanbul depuis ce coup d'État avorté du 15 juillet ? L'ambiance devient absolument épouvantable. Les gens ont peur de parler au sein des familles, dans leur environnement proche, dans leur société, par exemple. Il y a une pression sociale. Il faut dire que comment dirais-je, qu'on pourrait appeler la propagande officielle, disons, la voix officielle fait qu'il n'y a qu'un ennemi. Enfin, il y a plusieurs ennemis, en fait, en réalité, mais on tend, bien sûr, à simplifier le contexte politique. Qui sont-ils, ces ennemis? Fethullah Gülen, qui est accusé d'avoir commenté ce coup d'État. Voilà, depuis 2015 et les révélations sur la corruption du gouvernement, c'est le mouvement Gülen qui est en ligne de mire. Puis il y a les Kurdes, et puis il y a tout un tas d'ennemis de l'intérieur qui sont les ennemis traditionnels. Il faut bien faire attention, c'est qu'il y a qu'une partie des Turcs qui pensent de cette manière-là. Ces opinions ne sont pas représentatives de la majorité de la population. Ouais. Et là, je tiens vraiment à être très précis sur ce point-là. Au référendum du mois dernier, donc du mois d'avril, donc il y a 2 mois déjà, pardon, il y a véritablement une ligne de rupture moitié-moitié. C'était quasiment 55. Voilà. 55. Le référendum, on le rappelle, le oui l'a emporté. Il donne quasiment les pleins pouvoirs au président Erdogan. Il autorise le président actuel à réformer la Constitution, mais
il sera obligé de passer par des élections présidentielles en 2019. Voilà. Alors, vous dites justement, Sébastien de Courtois, une Turquie plutôt divisée, c'est pas aussi simple qu'on veut bien dire. Pour autant, l'AKP, le parti islamo-conservateur du président Erdogan, il remporte les élections les unes après les autres. Cet homme est accusé, à tort ou à raison, d'avoir des dérives autoritaires. De ce côté-ci, en France, en Europe également, et les faits le prouvent tout de même. Qu'est-ce qui fait le succès de l'AKP et de ce dirigeant politique en Turquie? Parce que l'AKP a révolutionné la politique turque. Elle a apporté de la stabilité dans les premières années de mandat d'une manière indéniable. D'ailleurs, l'AKP n'est pas arrivée seule au pouvoir. Elle a converti tout ce qu'on appelle les libéraux, qui ont légitimé d'une certaine manière l'arrivée de l'AKP en politique et surtout cette longévité. Mais nous arrivons maintenant à une certaine usure du pouvoir, qui est normale d'une certaine manière. Il a fait émerger une classe moyenne, en tous les cas, il a participé à stabiliser cette classe moyenne, qui était une classe religieuse. Le problème de maintenant, parmi d'autres questions bien évidemment importantes, c'est qu'on ne voit pas où ça peut mener maintenant. Effectivement, il a une vox populi qui le suit, il gagne régulièrement les élections. Dans les campagnes d'ailleurs, notamment plus qu'à Istanbul, on a vu cette carte qui a beaucoup frappé les esprits. On a même comparé à la Grande-Bretagne avec le Brexit, à la victoire de Donald Trump ou à la percée du Front National en France. Il y a un clivage, selon vous, entre une ville comme Istanbul et l'arrière-pays? Les dernières élections sont considérées comme perdues du point de vue du gouvernement. Il s'attendait à un score de 60%. Il a eu un peu plus de 51%. Il a perdu les grandes villes Istanbul et Ankara, les villes industrielles et toutes les zones côtières, les zones de frontières en fait. Donc ce qui veut dire qu'il reste un glacis anatolien, certes qui s'attache de plus en plus à la personne même du président. Il faut bien comprendre qu'on est très loin des idées politiques, on est très loin des grands défis, on est très loin d'une réflexion sur l'avenir, d'une réflexion de la société. C'est avec vous, avec moi ou contre moi. Et donc ce clivage fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent complètement exclus de cette vision et qui sont obligés aussi de quitter la Turquie. Il y a un exode massif de gens dans les classes moyennes supérieures. Dès qu'on a un peu d'argent, on essaye de partir, de quitter le pays et de s'installer, de commencer une vie ailleurs. Alors on cite beaucoup le Liban comme étant l'un des pays qui accueille le plus proportionnellement de réfugiés. La Turquie en accueille aussi beaucoup. Vous en avez rencontré notamment à Noël, des réfugiés chrétiens et irakiens qui fêtaient Noël et qui souhaitaient, eux, partir, qui demandaient un visa, notamment pour le Canada, qui avaient du mal à partir. La question des chrétiens d'Orient, c'est une question que vous connaissez bien. Comment vivent-ils, ces réfugiés, d'ailleurs au-delà de leur confession, disons-le, qu'ils soient athées, chrétiens, musulmans? Oui, c'est important de le préciser. Ça fait des années que la problématique des réfugiés concerne la Turquie, depuis 2003 en fait, depuis la déstabilisation de l'Irak. C'est un flux constant d'Irakiens déjà. Les Syriens, bien entendu, commencent et arrivent massivement depuis 2011. Là, j'ai parlé des églises parce que je suis bien sûr tout ce qui est sur le sujet. Je travaille sur le sujet, je suis toute cette actualité. Et c'est vrai que j'étais très frappé lors de cette messe de Noël, d'abord de voir les églises pleines. Parce que du coup, Istanbul est devenu une plaque tournante de l'immigration vers l'Union européenne. N'oublions pas que la Turquie a une frontière commune avec la Grèce et avec la Bulgarie. Mais j'ai trouvé aussi des gens venant d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique subsaharienne, des Érythréens, des Éthiopiens, chrétiens. Et tout ce monde-là se retrouve d'une manière dans ce qu'on pourrait appeler l'Église universelle, qui sont les églises d'Istanbul. Après-demain, le 8 juin, cela fera un mois que notre confrère Mathias Depardon, que vous connaissez très bien, a été arrêté dans le sud-est de la Turquie. Il réalisait un reportage pour le magazine National Geographic. D'abord, vous le connaissez, est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que l'on sait si son sort va être réglé? On ne peut que espérer que son sort soit réglé parce que c'est complètement fou ce qui lui arrive. Il est expulsable depuis 3 semaines, je crois. Il a été arrêté au cours d'un reportage sur l'eau, donc vous l'avez précisé sur le National Geographic, parce que le Tigre et l'Euphrate prennent leur source en Turquie et il voulait remonter la source de ces fleuves. Il a été arrêté à un moment, voilà, que nous saurons un peu plus tard. Sur les conditions de sa détention, il a dû faire une grève de la faim, il ne faut pas l'oublier, pour avoir droit à une visite consulaire. Donc le consulat de France à Istanbul maintenant s'en occupe. Il a
une avocate. Il y a des groupes de pression qui se sont montés. Le président Macron a rencontré son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan aussi. Et a abordé la question. Et on ne comprend pas. C'est un jeu très malsain, je trouve. Il y a tout de même une grande pression sur les journalistes étrangers. Et pas seulement, vous parlez du célèbre journal Cumhuriyet qui est perquisitionné, harcelé. On lui reproche tantôt d'être en collusion avec Fethullah Gülen, qui est en exil aux États-Unis, dont on l'a parlé tout à l'heure. On lui reproche aussi parfois d'être en collusion avec des groupes kurdes, menace à la sécurité nationale. Pourquoi le pouvoir turc a peur des médias? Non, mais c'est complètement ridicule. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Turquie, qui peuvent penser une seule seconde que Cumhuriyet, qui est le quotidien de référence laïque, kémaliste, puisse avoir des liens avec une organisation comme Fethullah Gülen. Une confrérie, disons-le, religieuse. Pas une confrérie, une société. C'est aberrant, aberrant. Au contraire, ils ont été les premiers à dénoncer les collusions. La collusion, pour le coup réel, entre le gouvernement de l'AKP et Gülen à l'époque où ils ont pris le pouvoir ensemble. Il ne faut pas l'oublier non plus, ce détail-là. Bon, il n'y a pas que Cumhuriyet, il y a Sözcü aussi, les journalistes qui ont été... donc c'est tout ce qui ne correspond pas, si vous voulez, qui n'accepte pas la vision politique du pouvoir, est mis de côté. On fait taire les bons journalistes, parce que les bons journalistes sont dans l'opposition. Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent lever la voix dans les organismes d'État. Et je voudrais dire un petit mot, si vous me permettez, pour Kadri Gürsel, qui est un ami. Il a écrit un très beau livre qui s'appelle Turquie année zéro, qui est sorti aux éditions du Cerf l'année dernière, où il explique justement, il démontre le mécanisme depuis 2015, qui est un petit peu la période de mes chroniques, 2015-2017, comment nous en sommes arrivés là. Ouais. Voilà. Vous parlez dans ce livre aussi, bien entendu, de l'attentat, parce qu'il faut le dire, la Turquie est aussi frappée par le terrorisme. Il y a eu l'aéroport d'Istanbul d'ailleurs, il y a eu aussi la discothèque de la Reina, le Nouvel An. Vous dites dans ce livre que vous êtes allé dans cette discothèque il y a quelques années, vous avez fréquenté l'établissement. Quand vous apprenez cet attentat, comment vous réagissez? Des dizaines de morts? J'ai pleuré, je voulais quitter absolument, je voulais penser à autre chose, c'est épouvantable, c'est un Bataclan à l'échelle turque. La Turquie que j'ai connue, l'Istanbul que j'ai connue, je ne vous parle pas d'il y a plusieurs décennies, je vous parle d'il y a 7 ou 8 ans, était une espèce de Dolce Vita qui reprenait, les gens avaient confiance, les gens avaient espoir, la parole gouvernementale était intelligible d'une certaine manière, il y avait vraiment un sens. Et là, on est complètement dans le contraire, on est dans un reflet véritablement opposé à ce qui a permis à l'AKP finalement d'être reconnu d'une certaine manière sur la scène internationale et qui ne l'est plus du tout. Sébastien de Courtois, merci d'avoir répondu à nos questions. Lettre du Bosphore, c'est le titre de ce récit passionnant. C'est chez Le Passeur, éditeur. Merci d'avoir été avec nous.